La première polémique, c'est celle autour de la journaliste Nesrin Slaoui, qui est dans une salade monumentale, surtout que Rima Hassan s'est mis sur ses côtes. Et quand Rima Hassan se met sur les côtes de quelqu'un, c'est jamais bon signe. Je vais essayer de pas justement entretenir ce truc-là de bashing, parce que Nesrin reste quand même une personnalité médiatique qui est montée au créneau, que ce soit dans C'est ce soir ou dans d'autres émissions et sur les réseaux, pour condamner le gouvernement israélien, etc. Défendre le droit des Palestiniens juste vivre, ou du moins survivre. Et elle est vraiment montée au créneau face à pas mal de gens dans ces différents types d'émissions. Et j'ai pas envie de... En fait, j'aimerais bien qu'on, nous, de temps en temps, à gauche de l'échiquier, on puisse réagir un peu comme le font les gens de droite quand il y a des gars de droite ou des nanas de droite qui font de la merde. C'est-à-dire qu'ils doivent sûrement régler leurs affaires entre eux, mais ils ne rajoutent pas une couche en public. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais les gens de droite, quand il y a des droitardés qui disent des dingueries ou qui vont en dehors de limites que eux considèrent comme étant des limites, ils en font pas des caisses. Alors que nous, à gauche, les premiers adversaires de la gauche, c'est la gauche. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de se faire attaquer par l'extrême droite, on aura déjà les nôtres qui vont nous terminer. Est-ce que c'est une preuve aussi d'exigence ? Probablement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être, pour le coup, une mesure à avoir vis-à-vis des gens qu'on a vus monter au filet, tenter des revers et tenter des coups en volée. Nesrin Slaoui, la polémique, c'est quoi ? C'est que, en fait, elle a fait une vidéo en collaboration commerciale avec l'Union européenne, si je dis pas de bêtises. Pour parler, en gros, partenariat commercial, pour parler des VSS que les femmes palestiniennes subissent pendant les crises humanitaires. Et c'est une vidéo où elle est avec, c'est une vidéo où elle est avec un gars donc qui raconte, un médecin, je crois si je dis pas de bêtises, qui raconte, elle a enlevé la vidéo directement, que effectivement les femmes sont les premières à subir des VSS et eux ils le voient, etc. au quotidien, machin. Et en fait, le problème, c'est que pendant toute la vidéo qu'elle a postée sur ses réseaux avant de la retirer très rapidement, elle est sur... comment dire ? Elle parle du fait qu'il y a une situation critique à Gaza de génocide et que du coup, cette crise humanitaire qui est engendrée facilite la propagation de VSS et tout et tout. Et à aucun moment, elle ne nomme déjà les responsables de cette crise et de ce génocide, à savoir l'État d'Israël. Donc ça, déjà, mauvais point Nesrin, on peut pas le nier, c'est très nul, c'est pas bien. Parce que c'est une vidéo qui est importante, et d'un coup, c'est comme si, en fait, on décidait de détourner le regard sur un combat qui est tout aussi important, mais sans nommer les raisons pour lesquelles on en est là, tu vois, à savoir le génocide organisé, la famine organisée de l'État israélien. Il faut le dire et le répéter tant qu'on sera en vie. Et donc, Rima Hassan a affiché sur les réseaux sociaux plusieurs choses par rapport à Nesrin. Dans un de ses posts, elle dit « Un jour, il faudra arrêter de se servir de cette crise humanitaire, elle met des guillemets, pour se créer un pseudo-engagement pour une pseudo-journaliste qui vit sur une pseudo-reconnaissance des nôtres. Le risque majeur pour les femmes palestiniennes, c'est le génocide commis par Israël. Si vous n'avez pas le courage de le nommer et de le dénoncer comme tel, fermez-la. » Je rappelle, cette vidéo-là, c'était un partenariat commercial avec l'Union européenne. Silencier des voix palestiniennes parce que leur discours est trop politique ou même radical, c'est une posture paternaliste et colonialiste. Le plus drôle, ça c'est toujours Rima Hassan qui le dit, dans tout ça, c'est que certains pensent, pour sauver leur image et leur intérêt, qu'il est possible de parler de la Palestine sans faire de politique, d'où la vocation de la convocation de la situation humanitaire, comme si cette situation ne découlait pas du colonialisme, de l'apartheid et du génocide. Il faut aller dormir et se réveiller après la libération de la Palestine quand on est aussi insignifiant et inconsistant.
Et elle rajoute, Rima Hassan, je saisis l'occasion de partager mon expérience et mon témoignage lors du concert de TIFF pour la Palestine au Zénith, auquel j'avais été convié pour dire un mot sur la Palestine, et auquel Nesrin Slaoui devait participer pour annoncer les artistes et prises de parole. Nesrin Slaoui a œuvré en coulisses pour m'écarter de l'événement, arguant qu'au nom de son statut de journaliste, elle ne voulait pas d'étiquette politique. Au final, il a fallu négocier une lecture d'un poème palestinien et non un discours. Je dois avouer qu'après cet épisode, j'ai eu un peu de mal à l'écouter sur le féminisme et la solidarité entre les femmes racisées. Ouais, alors ça, si c'est avéré, pareil, ça enlève, tu prends moins 15 en aura. Parce qu'on se rend compte qu'au final, la prise de parole et ton image, ça peut laisser sous-entendre qu'en fait ces prises de parole sont intéressées et que dès lors qu'elle s'est rendue compte que prendre un créneau de journaliste racisé et de pouvoir aller sur ce terrain-là, et ben d'un coup ça génère des vues, ça génère des abonnés, etc. Et puis en plus de ça on te contacte et c'était pas sa première collaboration commerciale avec l'Union européenne et en fait c'est gênant, c'est très gênant pour une journaliste de faire des partenariats comme cela parce qu'on à la fin d'ailleurs il y avait un terme qui moi m'avait dérangé, c'est que dans la vidéo en question, je vais essayer de vous retrouver la vidéo pour qu'on la regarde ensemble, pour qu'on puisse comprendre pourquoi elle était problématique. Alors bon, évidemment, les gens là, ils la lâchent plus, parce qu'ils ont montré aussi l'interview qu'elle avait faite avec Emmanuel Macron et que je pense, oh merde, pourquoi ça me fait ça maintenant? Avant ça faisait pas là, merde. Ouais, comme vous pouvez le voir là, chaud. Avec Macron, on est content, machin, nan, nan. Et ensuite, alors attends, la vidéo, on va la trouver. Ça va pas être compliqué. Hop. Les sourcils de Nesrin Slaoui, il y a genre vraiment des gens qui ont fait. Mais ils sont malades, les gens. D'accord, ok. Ah non, c'est un compte qui décide de la descendance. Alors, Gaza, la vidéo en question, on va la regarder. Je l'avais pas prévu. Quand il y a une crise humanitaire dans le monde, les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables. I went to Gaza 10 days before the collapse of the most recent ceasefire. So I was there in February. I saw what you all saw, but from there. So the level of destruction is what we see. Merci Nour. Merci Vincent. Gaza is a very young population, almost 50%. Roughly 45 to 50% of its inhabitants are under 18. So there's no children that are going to school in Gaza. They spend their day rummaging through the rubble, figuring out what to do of their day in a very traumatic state. J'ai échangé avec Daniele Pagani qui travaille sur le terrain en tant qu'humanitaire pour l'Union européenne. Il est responsable régional de l'information pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. What drives us is figure out how the European Union can best support the people who are going through, who are living or suffering because of the crisis. C'est aussi protéger ceux qui en ont le plus besoin. This particularly applies to more vulnerable elements of the society. Elderly women, mother with babies, pregnant women. Donc les femmes, particulièrement dans des situations où elles doivent trouver les moyens de survivre, se trouvent face à de nombreux risques. There is no crisis that is gender neutral. One of the main issues in collective shelters is the protection against sexist and sexual violence. This is a risk. This is a major risk. Women, especially when there are mass displacements, often move alone with... Vous voyez qu'à aucun moment il ne parle d'Israël et il n'explique que la situation c'est Israël quoi. Et oui, elle préfère être associée à Macron que Rima en tant que militante pro-Pal. Ouais, c'est intéressant comme positionnement. Because the man either goes first to try to figure out what to do, or because the men are forced to stay back to fight. Et beaucoup d'humanitaires comme lui qui travaillent avec l'Union européenne dédient leur vie au fait de venir en aide aux plus vulnérables dans des crises humanitaires urgentes. En fait, l'aide humanitaire fournie par l'Union européenne est détachée d'enjeux politiques. C'est ce qui reflète son indépendance et c'est en ça qu'elle est précieuse. Voilà, moi je crois que c'est la dernière phrase qui est écrite problématique là.
la dernière phrase, là, tu sens que ça, c'était le brief. Hein. Il faut que tu me la places un moment. Et le fait de dire que tu es une journaliste et que tu dois placer ça pour caresser dans le sens du poil, non, une Union européenne qui a été, enfin, qui a été juste, mais qui est d'ailleurs juste fantoche, qui ne fait strictement rien pour Gaza, et que tu puisses dire et c'est pour ça. Non, regarde. Et beaucoup d'humanitaires comme lui qui travaillent avec l'Union européenne dédient leur vie au fait de venir en aide aux plus vulnérables dans des crises humanitaires urgentes. En fait, l'aide humanitaire fournie par l'Union européenne est détachée d'enjeux politiques. Et détachée d'enjeux politiques. C'est pour ça en fait qu'ils interviennent pas. Ah bah non, mais nous on regarde pas ce qui se passe. On est totalement détachés. Ouais. Ce qui reflète son indépendance, et c'est en ça qu'elle est précieuse. Qui reflète son indépendance, et c'est en ça qu'elle est précieuse. À quelle heure tu crois, en tant que journaliste, que faire une vidéo où tu finis avec un shout-out incroyable à une organisation européenne qui ne fait rien, littéralement rien pour sanctionner Israël, et là tu shout-out, et c'est en ça qu'elle est précieuse. Heureusement qu'elle existe. Cette aide détachée de tout intérêt politique. Elle est tellement détachée qu'elle ne sait pas ce qui existe. Non, bah tu peux pas. Non, c'est vrai. Hein. Je comprends pourquoi le retour de flamme. Je veux juste pas tomber dans le bashing parce qu'il y a des gens, ils attendaient que ça. Tu le vois, genre, enfin le downfall après Balti, enfin le downfall de Nesrin Slaoui, c'est ce qu'a mis Rima. Enfin, Rima l'a mis Balti, Nesrin, et après elle a mis pour le prochain Chalgoumi. Mais là, par contre, j'ai vu des gens qui attendaient que ça parce que juste c'était physique. Bah ça, moi, je peux pas cautionner, tu vois. Je peux pas cautionner que t'es juste une haine physique vis-à-vis d'une personne et que c'est voilà. Et je sais ce que c'est. Il y a des gens comme ça, tu sais, qui n'y arrivent pas, mais ça doit pas être quelque chose. Gardez-le pour vous, quoi. Et il y a un peu de bon sens. Et donc, pourquoi on parle de tout ça? Parce que voilà, n'est pas journaliste qui veut. C'est pas parce que tu dis des trucs intelligents que t'es journaliste ou que tu prends un ton, que tu fais des bons montages, que t'es journaliste. Et vraiment, il faut faire attention. Il faut se faire super attention parce que voilà le retour de flamme. Voilà le retour de flamme. Alors elle a réagi. Elle a mis une story. Alors évidemment, c'est une bonne stratégie sur les réseaux sociaux si jamais vous êtes dans une sauce. Pour éviter l'effet Streisand, Barbara Streisand, l'effet c'est quoi? C'est que c'est quand tu... Oui, elle est éditorialiste en fait, ouais, c'est ça. Mais après, de facto, elle est journaliste à partir du moment où tes revenus sont à plus de 50% générés par des agences de presse reconnues ou des médias reconnus. T'as la carte de presse. L'effet Streisand, c'est quoi? C'est quand tu veux pas qu'on parle d'un problème et que tu fais une publication pour dire qu'il n'y a pas de problème. Sauf que la majorité des gens ne savaient pas qu'il y avait un problème et en lisant ta publication, ils se disent « Ah, mais il y a un problème !» Et d'où ça vient? Parce qu'en fait, Barbara Streisand, donc chanteuse star américaine tard à l'époque, une fois, il y avait un photographe qui était en hélicoptère et qui était au-dessus de Los Angeles, Beverly Hills et tout, qui avait pris plein de photos. Et sur une de ces photos, il y avait la maison de Barbara Streisand. Et Barbara Streisand, elle avait porté plainte contre ce photographe en disant « Ouais, il a pris en photo ma maison. » Mais le truc, c'est qu'on savait pas, tu vois. Et donc, à cause de cette plainte qui a été médiatisée, tout le monde a su quelle était la photo concernée et quelle était la maison de Barbara Streisand. Et c'est de là qu'on tient cet effet Streisand. C'est quand, en voulant masquer quelque chose, eh ben, tu mets encore plus l'emphase dessus. Et je pense que sur les réseaux sociaux, c'est une bonne technique. Là, c'est ce qu'elle a voulu faire Nesrin. Quand tu vois que tu es dans une sauce jusqu'au cou parce que tu as Rima Hassan, entre autres, qui est sur tes côtes, si tu fais une publication, il y a la majorité des gens qui vont découvrir le sujet et qui vont aller se renseigner. Donc, elle a fait ça en story. Est-ce qu'il y en a qui diront que c'est de la lâcheté? D'autres qui diront coup de génie 2.0. Elle a mis en story sur ma vidéo supprimée. Alors, attends. Je sais pas dans quel ordre les slides là. Ah oui, non, c'est bon.
Ouais, non, là vraiment, clairement, là, Rima, elle est en marquage individuel, t'as pas de show sur la Yamal. Alors, Nesrine a dit, sur ma vidéo supprimée, je me dois de clarifier plusieurs points au regard de la virulence des attaques dont je fais l'objet et qui détournent mon propos et mes intentions. J'ai fait une vidéo avec un humanitaire de l'Union européenne et une partie de son propos concernait Gaza. L'autre partie sur les VSS concernait le monde entier. Il n'utilise pas le terme homme palestinien ni femme palestinienne. Moi non plus. C'était deux parties distinctes du contenu lors de l'interview, pas suffisamment séparées par le montage. Mon intention n'était pas de créer de la confusion et j'ai entendu les remarques. C'est pour cela que je veux être clair. Les premières violences sur le peuple palestinien sont celles de la colonisation et des bombardements incessants. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Tu sais très bien ce que t'as fait avec ton montage, hein, cousine. Je suis pas sûr là. On continue. J'ai dénoncé le génocide en avril 2024. J'ai un ami, il est musulman. Dans un panel citoyen de la Commission européenne. Je l'ai fait dès octobre 2023 sur ce compte. Si j'ai accepté de parler de l'aide humanitaire européenne, c'est parce qu'elle est gérée selon plusieurs principes, dont celui de l'indépendance, et contribue directement à l'UNRWA, acteur majeur à Gaza. Évidemment, la question palestinienne est avant tout politique et coloniale. Les puissances européennes ont une responsabilité. Mon intention avec cette vidéo était de rappeler que le droit à l'aide humanitaire est bafoué partout dans le monde. C'est pas ce qui ressort, encore une fois, on a regardé la vidéo, hein. La vidéo elle est vraiment centrée sur les VSS des femmes palestiniennes. Encore une fois, tu peux pas nier que c'est pas ça le sujet. C'est pour cela que nous utilisons le terme générique de crise humanitaire. Je n'aurais pas pu aborder ce sujet sans commencer par Gaza. Je n'ai pas peur et je n'ai jamais eu peur de nommer la réalité. Nous faisons face à un génocide, à une famine organisée, à des déplacements forcés de population et l'assassinat de journalistes par Israël. Ça y est, elle a dit une fois le mot qu'il fallait, hein, pour ne pas invisibiliser non plus le bourreau. C'est la priorité à dénoncer et ça le restera. Bien tenté. Malheureusement, je pense pas que ça va satisfaire les gens qui ont vu la vidéo. De surcroît, elle bénéficie d'un désavantage, c'est qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas juste par délit de faciès. Comme je vous l'ai dit encore une fois, les voix qui se portent à gauche, elles sont pas si nombreuses que ça, donc on va pas faire de cabale. Limite, on va essayer de gérer ça entre nous parce que je vois à droite, encore une fois, hein, quand il y en a qui disent de la merde, les autres droitards autour, ils font comme si de rien n'était, et puis voilà. Et alors que nous, à gauche, les premiers ennemis de la gauche, les premiers à tacler les gauchistes, c'est les gauchistes. Donc, il y a un positionnement à trouver quand même. Et de pas participer à un downfall avec autant de véhémence, tu vois. Plutôt rester sur du concret, du factuel. Bon, là, en l'occurrence, malheureusement, hein, ce qu'elle a dit, je trouve, ne correspond pas à ce qu'elle a montré. Mais le mal est fait, il n'est pas léger, c'est vrai. C'est vrai. Le mal est fait. Et en fait, c'est un partenariat commercial. Elle a pris un billet pour ça. Et ça, c'est pas ouf. D'ailleurs, il y a des gens qui ont souligné, et c'est peut-être ça aussi qui lui retombe dessus, hein, parce qu'il n'y a jamais fumée sans feu, que pour des associations, elle avait été contactée pour faire des interventions, qu'elle avait demandé un billet, et c'était pour une asso, donc ils n'avaient pas de budget, et elle avait dit, ouais, mais si ils étaient étonnés qu'elle demande de l'argent, parce que quand tu te présentes comme quelqu'un d'engagé, etc., tu te dis, bon, il y a peut-être moyen de machin, ça dépend, parce que moi-même, si tu me demandes de faire tout dépend le type d'intervention. Si tu me demandes de faire des prestations et tout, ça dépend. Tout dépend. Mais effectivement, c'est ton métier. Donc, tu fais ça une fois, deux fois, tu peux pas le faire tout le temps, tu vois. Mais elle a quand même demandé son billet. Le détail qui tue, c'est qu'elle a dit, si j'avais été blanche, vous m'auriez dit oui tout de suite. Et cette excuse-là, je pense pas qu'elle soit valable. Et c'est là que ça ternit un peu l'image parce que beaucoup de gens avaient plein de stories comme celle-ci qui s'accumulent et qui font que derrière, tu tombes sur ça, tu dis ah bah voilà, partenariat commercial. Bah ouais, en fait, ça peut en dire long sur le personnage. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on se dit journaliste.
Parce qu'un journaliste, il prend pas un billet pour bien parler d'une organisation comme l'Union européenne, avec la mention à la fin que j'ai diffusée plusieurs fois, tellement je l'ai trouvée scriptée. Elle est détachée de toute... elle est indépendante et détachée politiquement, et c'est pour ça qu'elle est nécessaire. Non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et il y a d'autres gens qui font des choses pas bien et qui sont dans l'espace médiatique, qu'on présente un peu comme des sachants, sans qu'on comprenne pourquoi ils ont une légitimité, comme un certain Raphaël Enthoven, ce philosophe. Déjà, qui décide d'appeler quelqu'un philosophe, et de tamponner et de certifier qu'un philosophe est philosophe? Ça, c'est une question philosophique. Le mec, il transforme une conversation apéro en cours magistral de 3 heures. Il est habitué à parler de tout, politique, musique, de défendre qui il a envie, d'attaquer qui il a envie. Un philosophe influenceur, mi-séducteur, mi-prof relou, mi-tiktoker. Ça fait 3 mi, mais Enthoven, c'est toujours trop, donc ça passe. Et là, Raphaël Enthoven, avec évidemment tout le poids qu'il prend de nos jours, il est ultra pro-israélien. Il n'y a pas de génocide à Gaza, il l'a répété plusieurs fois. Et là, il a partagé une image où il dit, et c'est là que le bas blesse, donc je rappelle aussi qu'il est chroniqueur sur T18, la nouvelle chaîne, et Franc-Tireur. Et surtout sur tous les médias, parce que je le rappelle aussi que sa chérie, c'est Adèle Van Rett, qui est à la tête de France, de Radio France, si je dis pas de bêtises. Crypto Passif m'expliquera. On va regarder ce tweet où Raphaël Enthoven, qui a les clés de la radio, du coup, il peut faire ses maquettes, il est bien. Raphaël Enthoven dit: il n'y a aucun, en majuscule, journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. Et avec ça, avec cette horreur, l'horreur qu'il a partagée, c'est l'horreur. Il a rajouté une vidéo. C'est la directrice de France Inter, merci Mo. Sa chérie. Et donc, il n'y a aucun journaliste à Gaza, je rappelle, uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. Donc, pas de journaliste à Gaza, selon lui, c'est quand même l'horreur. Et il a partagé, en plus de ce message qui est l'horreur, en fait, il a mis cette vidéo. Et vous allez repenser à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les vidéos de marque blanche qui ne sont pas signées par un média. Il faut être vigilant. Regardez la vidéo qu'il a partagée. Je ne sais pas si on va tout regarder, mais regardez. Plusieurs dizaines de faux journalistes, membres ou complices du Hamas. Alors qu'Israël a révélé que le pseudo-reporter Anas Al-Sharif était en fait un membre actif de l'organisation terroriste, plusieurs analystes ont étudié dans le détail le profil des soi-disant journalistes gazaouis tués et dont les noms ont été publiés par Al Jazeera, et le résultat est tout bonnement hallucinant. Il y a par exemple Mohamed Al... Alors, encore une fois, là, vous avez vu sur cette vidéo, on n'a pas de source. Elle n'est pas marquée, encore une fois, elle n'est pas signée. On n'a pas de source. Nous avons vu avec des spécialistes. On reprend. Regarde. On va reprendre le truc. C'est intéressant au détail. Anas Al-Sharif était en fait un membre actif de l'organisation terroriste. Plusieurs analystes ont étudié dans le détail. Et là, ils nous mettent un montage où on voit plein d'arabes avec écrit Gaza en dessous. Dans le détail, le profil des soi-disant journalistes. Alors, quand vous voulez savoir si y a un objet qui est réellement journalistique ou pas, vous regardez les tournures de phrases. Là, vous voyez que la voix de la dame qui parle a dit le profil des soi-disant journalistes gazaouis, avec une faute à soi-disant. Il n'y a aucun journaliste qui est tenu par la neutralité journalistique qui, normalement, est censé dire dans une phrase le profil des soi-disant journalistes gazaouis tués. Soi-disant journalistes. Parce que d'un coup, la phrase est orientée. Ça veut dire que la voix off a pris parti sur le fait
que les journalistes gazaouis tués ne sont pas journalistes. Donc, déjà, là, il faut que ça vous mette la puce à l'oreille en tant qu'auditeur ou en tant que téléspectateur. Quand vous tombez sur ce genre de contenu, les précautions oratoires ou l'orientation des phrases, l'utilisation, tu vois, du conditionnel, ça, c'est souvent Caroline Forest qui l'utilise. Comme elle n'a pas de source à part IFIAC, elle va souvent utiliser de façon très, très masquée des précautions oratoires qui légitiment son propos. Le but étant, évidemment, de mettre l'emphase sur le propos qu'elle a envie d'avancer et non sur la précaution oratoire du fait que son propos est peut-être faux. Et là, en fait, directement, t'entends la voix qui te dit le profil des soi-disant journalistes gazaouis tués. Donc effectivement, il n'y a aucun journaliste qui, normalement, fait bien son travail et qui n'est pas sur une chaîne orientée, hein, évidemment, qui peut avoir ce type de discours. Et là, on n'en est qu'à la 14e seconde. Donc, analyste qui sortent du chapeau qu'on ne connaît pas, profil des soi-disant journalistes gazaouis tués. Ce gazaoui tué et dont les noms ont été publiés par Al Jazeera et le... Pour l'instant, la seule source qu'ils ont sortie, c'est Al Jazeera. Pour la sortir, Al Jazeera, en général, c'est pour dénoncer, hein. C'est pas pour la rigueur journalistique, évidemment, parce qu'ils ne les considèrent pas comme un média legit. Le résultat est tout bonnement hallucinant. Il y a par exemple Mohamed Alzak, présenté comme journaliste, en fait membre des brigades Al-Quds, et à qui les proches ont rendu hommage en le qualifiant de Moudjahid, le terme arabe pour combattant. Il y a le faux journaliste Mohamed Amin Abou Daka, décrit lui aussi comme un Moudjahid sur ses différents réseaux. Yasser Sobi Hassan Abou Namous, membre des brigades Al-Qassam, qualifié de Qassami et de Moudjahid par sa mère, sa femme et sa sœur. Il y a également Abdou Ahmad Youssef Al-Jamal, l'un des geôliers de l'otage Noah Argamani, libéré l'année dernière grâce à une opération de Tsahal. On peut également citer Oussam Saleh Al-Adlouni, salué sur un canal Telegram du Hamas, dédié aux membres militaires tombés au combat dans la région de Khan Younes. Mohamed Fayez Al-Hassani, officiellement rédacteur en chef. Donc là, en fait, il nous énumère des noms de gens potentiellement journalistes et il nous montre un montage d'un document dont on ne connaît pas la provenance jusqu'à présent, analysé par des analystes dont on ne connaît pas la provenance jusqu'à présent. Et il nous parle de ce terme Moudjahid. Je vous invite à vous renseigner. Moudjahid, martyr, ouais voilà, on est d'accord, c'est pas combattant, je me disais bien. Donc n'importe qui meurt sur le champ de bataille, tué, ou même comment dire, un civil qui passe et qui n'était pas visé mais qui meurt, on va dire qu'il est martyr. Il est martyr dans la situation dans laquelle il était parce qu'il est mort. Il est mort innocemment, tu vois. Et donc là, ils ont insisté sur ce terme Moudjahid de shout-out de la part, semble-t-il, de gens. Voilà. Sauf que en fait, ouais, et renseignez-vous sur l'origine du mot Moudjahid. Parce que ça, en arabe, surtout, les mots ont souvent beaucoup de sens. Pour Awazi Palestine Foundation, en réalité commandant au sein des brigades Al-Quds. Nour al-Din Abdou, présenté comme reporter pour Al-Rai Radio, mais qui comptait surtout parmi les combattants de terrain du... Voilà, tu vois, là, regarde, ils nous ont montré une photo de lui quand il avait 7 ans. Il avait 7 ans. Et avec un bandana du Hamas et une Kalachnikov. Mais on ne sait même pas si c'est lui ou pas. Mais si la seule photo que tu as de lui, c'est une photo de lui quand il est petit peu, c'est bizarre. Reporter pour Al-Rai Radio, mais qui comptait surtout parmi les combattants de terrain du Hamas, Fouad Ahmed Moussine Abou Kamash, dont la mort a été annoncée par les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, qui l'ont présenté comme un commandant responsable des médias militaires. Il y a Ahmad Youssef Abou Sharia, présenté comme commandant de terrain sur une affiche. Tu vois que dans son ton, elle veut trop faire la meuf qui... ouais, des bruitages de slide tard l'époque, mais surtout... Il y a aussi et puis encore en plus Abou avait tu sais, elle veut montrer dans le ton, ça c'est une belle technique journalistique, qu'il y a une accumulation et que c'est énorme. Regardez tout ce qu'on a débunké, sauf que Chacal, tu n'as ni signé ta vidéo, tu sors des infos d'IFIAC, on ne sait pas, IFIAC c'est donc sorti de la boîte à caca, on ne sait pas en fait qui tu es,
d'où tu viens, si on sait pour qui tu bosses en tout cas. Les vidéos, elles viennent de la Diaspora Defense Force, qui, je le rappelle, est un organe de propagande pour les forces étrangères. Et là, j'en réfère au code pénal, hein, le 411 alinéa 6 à 411 alinéa 8, qui dit que toute connivence avec trahison ou collaboration avec des forces étrangères passible de 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Donc le cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu. Lui, il va passer à la cuenta, chacal, et tu vas nous les verser, les 150K, et tu vas croupir au moins 10 ans en prison. Parce que là, ce que tu es en train de faire, normalement, ça ne se fait pas. Et tous ceux qui partagent cette vidéo, pareil. C'est scandaleux de faire ça quand même. Depuis quand on partage des éléments de propagande quand on est des personnalités publiques sans être inquiété dans le plus grand des calmes? Ce n'est pas possible. Clairement. Fiche officielle des brigades des Moudjahidines, Abdelrahman Chebab, un dirigeant bien connu du djihad islamiste palestinien, condamné à 36 ans de prison et libéré dans le cadre de l'échange de prisonniers pour Gilad Shalit. Abdourahman Kader Baher, salué comme un moudjahid par ses proches et par l'organisation terroriste, Anas Ibrahim Abou Shamala, décrit dans sa nécrologie comme un lion héroïque de la Noukba, l'unité d'élite du Hamas. Il y a aussi Ahmed Mahmoud Mohamed. Et donc, en fait, là, c'est un enchaînement qui nous mène à pas grand-chose, en fait. Et on va essayer de voir si à la fin... Parce que là, ils nous ont fait... Frère, on a l'impression de regarder la vidéo de présentation du club de Karim Benzema, là. Genre, donc vraiment, au bout d'un moment, tu vas dire, frérot, il y a quoi d'autre, sinon? Les noms figurent sur la liste des journalistes d'Al Jazeera, une liste mensongère, pourtant relayée par des médias du monde entier malgré les preuves accablantes, un aveuglement collectif et un manque de déontologie parfois complice. La vidéo qui conclut avec un manque de déontologie parfois complice, alors que la vidéo ne respecte pas les règles de déontologie, et un aveuglement collectif. Donc vous avez vu en plus, hein. C'est-à-dire que là, elle a cité à la fin des médias qui sont reconnus, et on va réécouter ce qu'ils ont dit. Voilà, regardez. Les combattants avérés du Hamas et dont les noms figurent sur la liste des journalistes d'Al Jazeera, une liste mensongère pourtant relayée par des médias du monde entier malgré les preuves accablantes, un aveuglement. Malgré les preuves accablantes faites par qui, du coup? Collectif et un manque de déontologie parfois complice. Un manque de déontologie. Alors cette phrase quand même, tu te rends compte, si le culot avait un nom? Si le culot existait, il a été personnifié, il vivrait chez Tapiro et les pros israéliens génocidaires, hein. Et même il leur dirait, les gars, arrêtez, c'est moi le culot, même moi je suis gêné, les gars, arrêtez. Non mais vraiment, tu parles de déontologie alors que tu ne signes même pas ta putain de vidéo et que tu ne cites aucune source. Et les seules sources que tu cites, c'est des sources que tu décris comme étant aveuglées. Enfin, comment, c'est quoi là? C'est quoi? Attends. Un aveuglement collectif. Un aveuglement collectif. Donc, c'est-à-dire que les ONG qui disent la même chose, les agences de presse qui disent la même chose, les médias de tous les pays qui vont dans le même sens, les gens, les médecins sur place, la population, tout le monde a décidé un 7 octobre, le 8 octobre, le lendemain, les gars, venez, tous on ment. Tous. Il n'y a que 3 morts en fait, mais venez, on dit il y en a 1 milliard. On dit qu'il y avait 1 milliard de morts. On dit qu'on est à la famine. Venez, on ment tous. On se met d'accord. Ils sont tous sur un groupe WhatsApp. Guardian, c'est bon. Toi, ouais. L'AFP, ok. L'UNRWA, ouais. T'as contacté Médecins Sans Frontières, ouais. Amnesty International, c'est bon. Toi, Human Rights Watch, ouais. J'arrive pas à le dire. Hein. Voilà, tu les contactes. Ouais. On se met tous d'accord. On dit tous la même chose. Hein. J'ai écrit une histoire. Elle est béton. Normalement, avec ça, on les fait tomber pour... Bah, je sais pas, mais on va le faire, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Bah, si tu demandes ça à Tapiro, il va te dire, bah, c'est parce qu'on est juif. Est-ce que c'est pas un cessez-le-feu? C'est un cessez-le-feu. J'arrête, Franck, ta vanne, on en a marre. Vraiment, ça me fait peur de voir des gens qui peuvent être matrixés à ce point-là. Parce que nous, par contre, en termes de sources et de vidéos accessibles,
on n'est pas obligé d'aller chercher très loin. Hein. Dans votre propagande, la Diaspora Defense Force, genre cette vidéo par exemple de Eric Danon, ou Danon, je sais pas comment on appelle cet animal, ancien ambassadeur de France. Il y a peut-être 40 000, 50 000, on n'en sait rien, morts à Gaza. Mais si ça peut éradiquer le Hamas, alors je suis prêt à accepter cette défaillance morale, pourrait-on dire, d'avoir 40 000 morts. Mais encore faut-il que le Hamas soit détruit. Déjà, il nous a fait un truc, tard le sentier. Le mec, il a commencé en disant il y a peut-être 50 000 ou 60 000 morts. Et la phrase d'après, je peux accepter qu'il y ait 40 000. Eh oh, et à un moment, frère, t'es en train de dire un truc horrible. Et en plus de ça, le gars, il nous... Non, bah après, je suis à 20 000 en dessous, je suis à la gorge. Ah, frère. De la même façon que la guerre avec le Japon s'était arrêtée. Autrement, entre guillemets, ça vaut pas la peine. Donc là, vous avez un vrai problème. Non, mais vous vous rendez compte le cynisme de cette énergumène? Vraiment, mais... C'est-à-dire que j'ai eu le malheur de dire on va voir ce que dit l'animal, c'était une expression, mais je m'excuse auprès des animaux, clairement. Parce que il n'arrive pas à la cheville de la patte de n'importe quel animal ici présent sur Terre. À combien de morts êtes-vous prêt à travailler, à accepter finalement, si le Hamas est détruit? Et il faut bien choisir, et quand on m'a posé la question en haut lieu, comme on dit ici, moi j'ai dit 50 000 ou 60 000 morts. Si c'est la... Mais t'as cru que c'était la bourse, quoi? Non, mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train d'écouter? Imaginez-vous un instant des gens parler comme ça de vie israélienne. Des gens qui parleraient en français comme ça, tranquillement, dans leur Diaspora Defense Force, qui nous dit oui, rappelez-vous, Israël, c'est le roi du houmous, hein, on le dit jamais. Dans les médias, on l'entend pas. Bah, c'est parce qu'on n'en a rien à foutre de savoir que Israël serait potentiellement les rois du houmous, parce que c'est une recette déjà qu'ils ont volée, comme les terres palestiniennes. Mais surtout, comment tu peux spéculer exactement, mot, sur la vie humaine? Comment? La destruction du Hamas en face, je peux assumer publiquement. C'est pas facile d'assumer, parce que c'est immoral, mais c'est éthique s'il y a un résultat concret qui permet d'éviter la guerre suivante. Waouh! Vraiment, j'accepte que 2/3 soient des enfants, des femmes et des enfants. Ouais, j'ai même pas capté qu'il avait dit ça, tellement je suis choqué, toi. Et il faut bien choisir, et quand on m'a posé la question en haut lieu, comme on dit ici, moi j'ai dit 50 000 ou 60 000 morts. Si c'est la destruction du Hamas en face, je peux assumer publiquement. C'est pas facile d'assumer, parce que c'est immoral, mais oui, c'est éthique s'il y a un résultat concret qui permet d'éviter la guerre. Bah, le résultat concret, c'est que... Ah, il l'a pas dit, mais c'est le cas, oui. Mais non, mais c'est une dinguerie. Et sur... Non, mais... Oui, tuer des gens maintenant pour éviter des attentats plus tard. Des attentats auxquels toutes tes forces des renseignements étaient au courant, etc. Netanyahou n'avait pas jugé nécessaire ou n'avait pas cru bon de faire quoi que ce soit. Non, mais je suis choqué, franchement. Et là, s'il y a des pro-israéliens qui me regardent, là, tous les gens qui me suivaient de l'époque, de la télé, tout ça, machin, les collègues de travail de l'époque et tout, genre vraiment ça vous choque ou pas? Genre vraiment là, vous dites pas, putain, on a... Je peux être touché par la cause israélienne, évidemment, mais là, non, par contre, je souscris pas à ça. Ça, c'est pas ce qu'on défend. Ça, c'était pas l'idéologie de base. Parce que c'est ce qui se répand, en fait, dans le plus grand des calmes. Et vous vous rendez compte qu'il y a des gens pour des Free Palestine ou pour des drapeaux palestiniens, ils se font violenter par la police. Et on a ce genre d'individus qui ne mériteraient même pas qu'on les regarde, qu'on les nomme, et qui disent des choses comme ça dans le plus grand des silences. Non, frère, c'est trop. Je suis désolé, c'est trop. Vous voulez encore des trucs encore plus dégueulasses de votre camp, là? Le camp du bien? Le camp du ouais, non, mais avant le 7 octobre, c'était la paix? Regardez-moi, là, regardez-moi. Ce genre de... je vais pas dire de gros mots, mais vous savez très bien quelle association de gâteaux et de substances j'ai allié dans ma tête. Moi, je me réjouis de voir des femmes et des enfants mourir. Oui, bien sûr, je me réjouis de savoir que ces enfants
crèvent, explosent en 1000 morceaux sous des bombes, finissent comme des sauterelles, et que ils ne se déplacent plus par leurs propres moyens. J'ai mis quelques vidéos, ferme ta gueule, je termine. J'ai mis quelques vidéos pour les déplacer, voilà. On fait la force, on le fait à la force de nos bras, voilà, en tirant un petit peu sur les chevilles des bras, voilà, ce qu'on trouve. Moi, la dernière fois que j'avais vu des vidéos aussi violentes, de témoignages de gens qui parlaient ma langue et qui disaient des trucs horribles, inhumains, c'était des vidéos de djihadistes qui avaient rejoint Daesh et qui disaient voilà, moi, au nom de... on va tuer tous les mécréants, machin. Et c'était même moins pire que ce qu'ils viennent de dire. Et c'était déjà insoutenable à l'époque. Mais alors là, waouh. Elle est belle, l'armée la plus morale du monde. Hein. Elle est super belle, ton armée. Hein. Non mais, vraiment, voilà. Non, c'est trop. Je suis choqué, je suis désolé de vous imposer ça, mais c'est pour que vous vous rendez compte que le combat, il n'est pas anodin. Il n'est pas sur je défends des gens qui me ressemblent, parce qu'ils ont la même religion que moi, parce que j'aime pas les juifs, parce que... Il n'y a pas de ça, nous. Il y a des humains qui vivent une situation inhumaine. Et en face, il y a des humains qui se comportent plus comme des humains. Et on essaye de juste faire en sorte que le droit s'applique et que les États aident à l'appliquer. Et aujourd'hui, notre colère, elle est même pas... Je parle pour moi, là. Elle est même pas par rapport à ce qui se passe, qui est horrible, de bout en bout. Moi, ma colère, elle est sur les Raphaël Antoven, sur les Arthur, sur les Céline Pina, les Caroline Forest, qui osent encore, de façon éhontée, nous faire croire qu'ils sont du bon côté et que ça, c'est pas grave. Ça, ils ne le partageront pas, les amis. Ça, ils les ont vus, les vidéos, ils les occultent. Je veux pas les voir. Non, mais c'est résiduel, ça. Il y a que ça, Chacal. Et tu le sais, mais t'as pris un chemin de non-retour. Tu peux plus faire machine arrière et t'es bien emmerdé. Rachel Kahn aussi. Je pense sincèrement que la Cuenta sera salée. Vraiment salée. Et peut-être que je mettrai un warning sur le replay avant ce passage parce que effectivement c'est violent. Voilà. C'est dans ce genre de cas que je suis contente d'être déjà sous antidépresseur. Naftak a toujours le sens de la formule pour nous faire rire et dédramatiser, alors que ça se trouve elle rigolait vraiment pas. Enfin, je pense qu'elle est vraiment sous antidépresseur, mais ce que je veux dire, c'était pas une vanne, mais en tout cas c'est drôle. C'est drôle, Nafta. Et en attendant, en France, ça parlait de quoi? C'est quoi le sujet là? Le sujet, c'est le gros mollet de Sébastien Delogu, député LFI. Voilà le sujet. Parce qu'il a tatoué une carte de la Palestine avec des mots en arabe. Je suis désolé, beaucoup vous diront que ce tatouage, c'est de l'antisionisme, mais pour moi... Ce tatouage, oui, ce n'est pas un tatouage, c'est tatouage. Mais par contre, la Shoah, c'est Shoah. Shoah. Tatouage. C'est plus que de l'antisionisme, c'est une forme d'antisémitisme. Et là, encore une fois... Ce tatouage, c'est une forme d'antisémitisme. Et là, il y a un géopolitologue, Gérard Vespierre. On va voir ce qu'il va dire. Ce monsieur vient de passer quelques jours de vacances qui ont peut-être été relativement peu chers pour lui, et il revient avec ce tatouage et il couvre des minutes et des minutes d'émissions avec des centaines de milliers de personnes. Je pense qu'à un moment, il faut réfléchir à ça. Mais vous comprenez que ça puisse interroger, et vous comprenez que ça puisse choquer aussi. C'est-à-dire que, effectivement, il y a les plateformes. Non, on s'en bat les couilles. Plus on en parle, plus il est content. Mais Gérard Vespierre, il est particulièrement suivi. Il est particulièrement suivi. Et alors, même s'il avait 7 millions de followers, même s'il en avait 1 milliard, on s'en fout de ses tatouages. Sur les réseaux, son tweet a été partagé, commenté. Dans le monde dans lequel on vit. Et alors, est-ce que tu as besoin d'en parler? Pourquoi tu nous parles pas de ces enfoiroses de soldats
qu'on a vu là dans un space sur X en train de parler de façon éhontée de ce qu'ils font aux Palestiniens. Pourquoi t'as pas partagé ça plutôt ? Ça vaut le coup de voir l'horreur de la guerre de la part de soldats franco-israéliens. Ils sont français, ils parlent notre langue et ils parlent du génocide qu'ils commettent. C'est ça qu'on veut voir. Françoise Laborde. Pardon. Dans le monde dans lequel on vit, l'inverse est impossible. Je dis pas l'inverse, je dis la modération. Il faut faire attention. Et il a raison. Mais bon, la raison n'a pas sa place dans ces news, ça se saurait. Si vous voulez voir, pour finir, la dernière saillie sur le sujet du tatouage, et c'est vrai, dans les commentaires, pourquoi le tatouage choque, mais pas les propos de l'autre Ni Piu Piu avec son pendentif propagandiste sur I24. C'est totalement vrai. Mais évidemment, 2 poids 667 mesures. Nous, on est en kilos. Eux, ils sont en pieds ou en yards, frère, en livres sterling. Je dis n'importe quoi, j'en peux plus. Ce qui m'éclate, entre guillemets, c'est de voir l'extrême gauche. Attention, il va pas tarder à regarder l'écran. Là, en général, l'intro, il commence tranquille, mais après, il regarde plus du tout la personne avec qui il parle. On va voir. Normalement, dans 15 secondes. Islamo-gauchiste reprendre les symboles nazis avec la croix gammée. Quand vous allez dans certaines manifestations pro-palestiniennes, vous avez notamment des saluts nazis. Donc finalement, vous avez l'extrême gauche qui reprend. Dans les manifs pro-palestiniennes, vous avez des saluts nazis ? Gars, tes bails de salut nazi là, c'est tes potos Musk, c'est tes potos de l'extrême droite, c'est tes potos ukrainiens. C'est pas des bails de pro-palo, hein, je te le dis. Les symboles du nazisme, et d'ailleurs il y a quelque chose qui est extrêmement drôle, quand vous faites une histoire notamment des accusations d'Israël de génocide, ça a commencé en 1948 où à l'extrême droite de l'échiquier politique, vous avez Maurice Bardèche qui en 1948 accusait déjà ça y est, il commence à regarder l'écran là, c'est parti, il commence à Israël d'être un État génocidaire et aujourd'hui c'est repris notamment par l'extrême gauche. Et voilà, ça y est, il est lancé. La vérité, c'est que les nouveaux nazis aujourd'hui, ce sont les islamistes. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'extrême gauche, c'est l'extrême droite de l'époque. Ce sont des gens qui sont profondément antisémites et qui utilisent Israël pour cacher leur haine des Juifs. On a quand même un État qui a été créé en 1948, qui connaît un état de guerre permanent. Et quelque chose aussi qu'il faut rappeler, si aujourd'hui il n'y a pas une reconnaissance de l'État palestinien, ça ne vient pas d'Israël, ça vient notamment de la partie arabe qui a toujours refusé notamment tous les compromis pour reconnaître un État palestinien, puisque reconnaître un État palestinien, ça aurait été reconnaître l'existence de l'État d'Israël, et c'est quelque chose pour eux qui est extrêmement impossible. Moi, sans commentaire. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.